d'informations sur la présentation de notre offre de Master ESL, donc les Masters en sciences économiques. L'objectif de la présentation, c'est de parcourir cette offre et de manière assez claire et directe, en mettant l'accent sur les points forts. Par la suite, vous aurez accès à toutes nos brochures, au site web et toute l'information utile. Mais ici, l'objectif était assez rapidement de repartir sur les grands points forts de nos différents programmes. Je vais donner tout de suite la parole au président de l'ESL qui est Jean Hendrix pour qu'il puisse vous dresser le tableau de notre offre. Ensuite, nous parlerons des stages et des opportunités internationales avec Vincent Vandenberg qui est le responsable académique de l'international à l'ESL. Et ensuite, on terminera enfin avec des informations sur l'insertion professionnelle de nos diplômés avec le professeur William Pariente qui est responsable de programme au sein de l'ESL. Et en deuxième partie, on va vous donner l'opportunité d'écouter des témoignages de nouveaux diplômés et d'étudiants actuels. Et je vous conseille, je sais que les journées peuvent être longues, mais je vous conseille de rester pour cette partie parce que ça va vous permettre d'obtenir des informations concrètes sur des parcours d'anciens étudiants, des parcours assez variés, assez multiples. Et je pense que ce sera une vraie plus-value à cette présentation. Alors maintenant, purement technique, je vais vous demander de couper peut-être vos caméras et vos micros et d'utiliser la partie chat pour poser vos questions. On est beaucoup, alors on ne va pas pouvoir répondre directement aux questions, mais on collationne toutes les questions et on les abordera à la fin de la présentation. Donc n'hésitez pas à écrire vos questions sur le chat. On les traitera en fin de parcours. Donc ici, voilà, je donne la parole au président de l'ESL qui est Jean Hendrix pour le début de la présentation. Tu n'oublies pas de partager l'écran, hein, Géraldine? Oui, je le fais. Je ne vois pas le slide. Voilà. Merci. Voilà, bien. Merci à toutes et à tous d'être venus pour cette présentation de nos masters en économie. Donc, l'objet ici, c'est de ne pas monopoliser la parole trop longtemps. Nous savons que vous êtes un peu tous fatigués de ces réunions Teams sur écran après une journée de cours. Donc, on a fait un effort pour être le plus condensé possible et nous allons tenir l'horaire pour essayer de terminer à 19 h exactement la présentation de nos masters. Ensuite, donner la parole aux étudiants, un étudiant qui est en cours de master, qui vous présentera un peu son activité professionnelle, puisqu'il a la spécificité d'avoir une activité professionnelle en plus de suivre un master, et puis donner la parole aux anciens diplômés pour aussi montrer comment ce master les a aidés à s'insérer dans la vie professionnelle. Alors, le titre de l'exposé, c'est la présentation générale. C'est un peu un jeu de mots, évidemment, avec la publicité de George Clooney, ESL, What Else? Et donc, le but, c'est simplement de vous donner, quelque part, l'envie, éventuellement, d'entreprendre un master en économie plutôt que dans une autre discipline. Alors, l'école d'économie est une école qui est rigoureuse, ouverte d'esprit, avec une longue expérience internationale, un réseau de stages très important et un environnement de recherche de haut niveau. En termes de qualité de nos masters, comme vous savez, c'est un peu la loi du marché, j'ai envie de dire ici. Des organismes s'efforcent à essayer d'établir des classements sur base de différents critères concernant ici la qualité des masters en économie. Donc le dernier classement publié est celui de 2019 par Edu Universal. Et selon ce classement, notre école en Europe serait dans le top 20 et donc en très bonne compagnie puisque vous pouvez voir par exemple qu'il se trouve dans ce top 20 l'université d'Oxford, la London School of Economics, la Copenhagen Business School. Donc on fait partie, si vous voulez, de l'élite européenne au niveau de la formation en économie de second cycle. Slide suivant. Alors, qui sommes-nous? Nous rassemblons en quelque sorte les forces, l'union fait la force, un peu c'est la devise nationale belge, et nous appliquons cette devise en nous joignant avec l'Economic School of Namur
pour offrir, au travers de nos deux écoles, une formation commune, et ça c'est un peu inédit, je pense que c'est le seul master joint entre plusieurs universités belges qui existent, et qui permet en fait de vous mettre à votre disposition une grande panoplie d'expertises différentes sur 52 professeurs au cadre, mais aussi les professeurs invités qui ont des expertises de terrain qu'ils partageront avec vous. Donc ça fait un grand effectif de plus de 52 professeurs avec des disciplines et des expériences tout à fait différentes et complémentaires. Il y a 4 centres de recherche qui gravitent autour de l'école et donc qui, par la recherche, animent les enseignements. Donc, c'est un enseignement qui est basé aussi sur les découvertes récentes en matière de recherche en économie. Nous avons plus de 250 étudiants d'un grand nombre de nationalités différentes. Ça nous a d'ailleurs posé un petit problème ici avec les enseignements à distance et avec le confinement, mais je pense que ça témoigne de la qualité du master. Nous n'avons pas eu une réduction des effectifs, donc nous avons continué à attirer des étudiants du reste du monde, donc de l'étranger, ce qui témoigne, révèle d'une qualité de notre réputation en tous les cas. Nous proposons 2 tracks principales dans le master, un master plus professionnel, spécialisé, et un master plus orienté recherche. Je vais les présenter dans un instant. Et nous avons aussi des programmes joints, des masters joints avec d'autres universités étrangères. Nous avons un nombre de 10 qui vous seront présentés par le professeur Vandenberg, juste après moi. Et il existe, pour ceux qui sont intéressés à poursuivre au-delà d'un master, une école doctorale. Oui, chère Aline. Alors, où sommes-nous? Je pense que vous connaissez tous la place Montesquieu. Donc, nous sommes au cœur de la faculté de sciences économiques, politiques et sociales. C'est ce bâtiment, le collège du Prier, dans lequel nous occupons en fait l'espace et qui vous accueillera. Il y a quelques locaux, quelques salles qui sont réservées aux étudiants pour faire des travaux de groupe notamment. Donc ça, c'est notre localisation géographique. Alors, pour ce qui concerne nos masters, nous avons une offre qui est la suivante. Nous avons un master en 1 an qui est un peu la fast track sur le marché professionnel. Donc, ça vous permet en 1 an de rapidement rassembler des expertises, des compétences et une formation qui vous permettrait de passer directement dans une activité professionnelle. À côté de cela, nous avons des masters en 2 ans. Nous avons un master professionnel, qui est un master spécialisé, qui se compose d'une grande diversité en fait de cours et de formations et qu'on a rassemblé sous les termes de majors. Donc nous avons une offre de 11 majors dans ce master professionnel et à côté de ces majors, vous avez des stages ou des échanges à l'étranger. Pour le master recherche, nous en avons 2. Ces 2 masters recherche sont orientés vers la recherche, comme le thème l'indique, et donc proposent une formation très pointue et avancée sur les nouvelles techniques en fait, de recherche, qui impliquent notamment des maîtrises des nouvelles techniques de collecte de données et de traitement des données. Ce master donne accès au doctorat. Alors, une des caractéristiques de nos formations, comme je l'ai déjà indiqué, c'est la variété, la diversité. Donc, nous voulons absolument qu'au travers de vos choix de master, vous ayez une formation la plus polyvalente possible et qui corresponde le mieux à vos aspirations. Et nous comprenons que les aspirations des jeunes aujourd'hui sont très variables. Et donc, nous offrons 11 majeurs distincts qui, normalement, devraient permettre de couvrir les aspirations diverses de chacun d'entre vous. Nous fonctionnons par petites classes, par petits groupes, ce qui permet une très grande interaction entre les étudiants et aussi entre les étudiants et les professeurs. Et donc, une production presque jointe d'enseignement. Nous avons des cours qui sont plus réflexifs et des séminaires avec des évaluations continues. Et comme je l'ai déjà indiqué, il y a un programme d'échange et des stages en entreprise ou dans des organisations internationales pour parfaire la formation en faisant un lien entre le monde académique et le monde professionnel. Alors, les objectifs de cette formation, eh bien, on pourrait, si on voulait être parcimonieux, identifier 4 objectifs, 4 cibles que l'école poursuit. Premier, c'est de penser global, donc avoir une vue globale des choses,
mais d'être opérationnel au niveau local et donc d'agir efficacement au niveau local, mais avec une vue globale. Deuxième objectif, c'est faire partie du changement, ne pas être spectateur du monde dans lequel vous vivez, mais être acteur de ce changement, donc être une force de changement. Développer un esprit rigoureux et une quête osée, si je puis dire, l'excellence. Et enfin, développer un esprit critique et un esprit d'ouverture et de dialogue avec d'autres disciplines. Je pense que la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui devrait nous convaincre tous de la nécessité d'un dialogue entre disciplines pour apporter des solutions efficaces aux problèmes que nous rencontrons. Alors, il faut aussi développer à côté de cela, évidemment, pour ces objectifs, des compétences concrètes pour vous donner les moyens, en quelque sorte, d'atteindre ces objectifs. Ici, il s'agit de vous offrir des compétences les plus larges possibles pour développer, en quelque sorte, une formation polyvalente qui vous permettra, excusez-moi, de faire face aux changements sur le marché du travail, aux changements de l'organisation sociale, aux changements de l'organisation professionnelle. Et donc, le monde change, la technologie change la nature même du travail et des fonctions, ce qui nous oblige à être polyvalents pour s'adapter. C'est aussi un des mots-clés de cette crise sanitaire, c'est la faculté d'adaptation. Il faut développer une capacité de résoudre des problèmes, d'évaluer, de développer des stratégies et des plans d'action et d'utiliser rigoureusement des données chiffrées et des outils statistiques plus ou moins avancés pour consolider votre stratégie. Alors, nous sommes confrontés à un monde, comme je l'ai indiqué, en changement, mais à un monde où il y a des risques globaux auxquels nous sommes confrontés. Alors ça revient du Global Risk Report du World Economic Forum de 2021, avec le chapitre 3, indique les conséquences notamment des pandémies sur les jeunes, avec cette perte, si vous voulez, cette impression de perte d'opportunité, en quelque sorte. Donc, et ça, c'est un élément qu'il faut absolument prendre en compte, redonner en quelque sorte un avenir, un futur, des perspectives. Voilà à nouveau un mot-clé, de redonner des perspectives aux jeunes, et au travers des formations, c'est possible de le faire. Un autre gros challenge, c'est ce titre de livre d'Emmanuel Sasse sur le triomphe des injustices, comment faire en sorte que les riches payent plus d'impôts que les pauvres. Donc c'est un vrai challenge qu'on a aujourd'hui, auquel finalement les économistes sont maintenant attachés à essayer d'apporter des solutions concrètes, comment taxer les riches pour que finalement la répartition de la charge soit plus équilibrée. Un autre challenge important, c'est un autre livre d'un économiste belge d'ailleurs, tout récent, un livre de 2021 de Jan Eekhout, qui remet fondamentalement en question une des règles qu'on vous enseigne généralement en économie, à savoir que la quête du profit est source d'innovation et de prospérité et de baisse des prix et des coûts. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est un peu le paradoxe du profit, où on a des superstars sur les marchés, des grosses entreprises, les GAFAM par exemple, ou les Big Pharma, qui, avec le changement technologique, ont toujours plus de pouvoir et concentrent le pouvoir, empêchant de petites firmes de s'installer et de venir contester leur pouvoir, poussant à la baisse les salaires, poussant à la hausse les prix et générant des inégalités croissantes et des perspectives de mobilité sociale de plus en plus bloquées. Autre challenge important, c'est l'avenir du travail. Comment les nouvelles technologies, et notamment l'intelligence artificielle ou les robots, vont-ils modifier les structures du travail? On en a aujourd'hui une illustration concrète avec le passage au télétravail. On peut se poser la question, est-ce que le télétravail augmente la productivité ou son contraire? Donc, quelles sont les perspectives et comment allons-nous adapter le marché du travail à ces changements technologiques majeurs? Et le dernier, pour la liste, c'est le réchauffement climatique et la transition énergétique. Elle est dans toutes les bouches et c'est un vrai challenge, un vrai défi pour les économistes aussi. Et le défi ici concrètement est comment faire la transition de notre économie carbone aujourd'hui pour passer vers une économie zen, zen pour zéro émission nette. Alors, tout ça s'organise au travers d'un certain nombre dans notre master professionnel de majors. Je vous en ai dit, nous en avons 11. Je ne vais pas vous les lister parce que ça va vite faire ennuyeux. Et donc, ce que j'ai fait ici, c'est les rassembler en 5 grands groupes. 5 grands groupes, 5 domaines. Donc, le premier domaine dans lequel on retrouve 2 majors principales, c'est la macroéconomie.
Alors, en quoi c'est important la macronomie? Certainement, aujourd'hui, c'est très important pour savoir si la relance économique va se faire sous forme d'un V, c'est-à-dire une relance rapide, un retour rapide au niveau, au niveau de production et d'emploi d'avant-crise, ou est-ce que ça va être un retour en forme de L, c'est-à-dire que ça va mettre peut-être 4, 5, 10 ans pour revenir au niveau initial. Et ça demande de construire des modèles qui permettent de faire des prévisions. Et donc aujourd'hui, les économistes développent des modèles un peu comme en météorologie, qui permettent de faire des prévisions sur base de l'information de très court terme et des prévisions à très court terme aussi. Donc ces modèles sont devenus de plus en plus utilisés, notamment pour voir l'impact des plans de relance. Vous savez que l'Europe a un énorme plan de relance de plus de 7 milliards, de 7 000 milliards. Et le but ici de relancer la machine en quelque sorte économique. Vous avez un autre bloc qui concerne la finance, la monnaie, les banques et les assurances. C'est un volet très important qui concerne l'organisation des marchés financiers, les politiques monétaires à mettre en place, notamment quelles politiques monétaires mettre en place pour relancer l'économie, comment organiser le secteur bancaire, comment éviter les crises bancaires majeures, comment organiser le marché de l'assurance. Nous avons, avec la crise sanitaire, une difficulté d'assurer contre les pandémies, par exemple. Et donc, c'est toute la gestion de risque, c'est un volet très important que les économistes, en fait, qui occupe beaucoup d'économistes professionnels. Ensuite, on a toute la question de la globalisation. Globalisation du développement économique, quels sont les mécanismes, les rouages du développement économique, et des ressources naturelles et de l'environnement. Et donc là, nous avons aussi deux majors principales, avec des grilles d'analyse différentes qui essaient d'analyser les questions du libre-échange pour les pays pauvres notamment, de l'impact de la globalisation, des mécanismes qui font que certains pays se développent et d'autres pas. Et donc, quel est le rôle des ressources naturelles et comment aussi protéger les ressources naturelles. En rouge, vous avez le bloc qui occupe 3 majors qui concernent les analyses de bien-être, santé, travail, politique publique, économique, sociale. Vous voyez, c'est plus le non marchand et le rôle de l'État, notamment dans la lutte contre les crises sanitaires. Vous avez vu, ici, aujourd'hui, nous avons toute la question sur les vaccins. On voit que les États se sont organisés pour négocier collectivement avec les Big Pharma des prix réduits pour les vaccins et essayer d'accélérer en fait la distribution des vaccins. Tout ça demande une coordination globale très importante. Et donc tout ce marché des vaccins est un marché très important où l'État est confronté, où les États plus exactement, sont confrontés au pouvoir de marché considérable des Big Pharma. Et ce pouvoir de marché se traduit donc dans les incitants à l'innovation. Si la discussion d'aujourd'hui, faut-il mettre sur le marché sous forme de générique tous les nouveaux vaccins, ça pose une question, et donc c'est un peu l'idée qui est là derrière, mais vous voyez que la question qui se pose aujourd'hui, de manière plus globale, c'est que nous avons les vaccins des riches pour les riches, à savoir nos vaccins Pfizer qui sont très chers, et les Chinois développent une autre stratégie, des vaccins de pauvres pour les pauvres, qu'ils offrent, par exemple au Brésil, qu'ils offrent à l'Indonésie, qu'ils offrent au Maroc et aux autres pays arabes, avec une stratégie de bilatéralisme, plutôt que le multilatéralisme que l'Europe et les États-Unis ont adopté. Tout ça sont des considérations globales, majeures, qu'il faut comprendre sur des marchés mondiaux. Et donc, toute cette discussion sur les vaccins nous montre cette difficulté-là. Et le libre-échange pose aussi problème, puisque maintenant, nous avons les problèmes des supply chains, et donc des équipements médicaux, on l'a vécu avec les tests, avec les masques, nous n'avions pas les équipements et les matériaux pour produire les tests et les masques à grande échelle. Le master professionnel, donc 120, se compose de 4 grands éléments. Vous faites un choix entre 3 ou 4 majors. Cela fait un gros bloc, mais vous voyez déjà une grande diversité de combinaisons de ces différents majors. Ensuite, vous avez des séminaires liés à l'actualité et des séminaires d'analyse économique. Par exemple, séminaire lié à l'actualité, c'est un séminaire sur la transition énergétique et sur le développement durable. Séminaire lié à l'analyse économique, ce serait un séminaire qui consacrerait aux stratégies et à l'innovation, ou appliquer les techniques d'économie comportementale dans la pratique. Vous avez des cours d'esprit critique et vous avez des possibilités d'échange et de mobilité que Vincent Vandenberg va vous présenter, suivi d'une thèse qui clôture en quelque sorte ce master. L'autre master plus recherche est constitué un peu différemment, bien qu'il permette aussi de prendre, enfin il vous autorise à prendre 2 majors
auxquels vont s'ajouter des cours plus avancés en macroéconomie, en microéconomie, en économétrie, avec un séminaire de recherche, des outils quantitatifs d'analyse de données, des cours au choix et à nouveau le mémoire qui s'appelle un essay paper en anglais. Voilà, je laisse la parole à Vincent Vandenberg pour la présentation des échanges et des stages. Merci, Monsieur le Président. Merci, Jean. Bien le bonsoir à tous. J'ai le plaisir de travailler avec Valérie Anne Verdun sur les questions internationales. Je pense qu'elle est là avec nous. Elle sera là éventuellement pour répondre à vos questions tout à l'heure. Voilà, je vous salue. J'ai le plaisir de travailler avec Madame Verdun sur l'offre de mobilité internationale. Et puis, je vais vous dire un mot sur les opportunités de stage. Donc, sur l'international, vous avez de la chance, j'ai de la chance, nous avons de la chance, puisque l'école d'économie, l'ESL, est héritière d'une vieille tradition. On a toujours beaucoup insisté sur les opportunités à l'international pour nos étudiants. On a été pionniers en fait à l'échelle de l'UC Louvain. Entre-temps, d'autres nous ont plus que rattrapés, mais on est fiers et on perpétue cette longue tradition d'offrir à nos étudiants beaucoup d'opportunités de présence pendant leur curriculum à l'étranger. Nous avons 46 universités partenaires dans le monde. Vous allez voir dans un instant où cela se situe sur la carte de la planète. J'insiste sur l'autre opportunité que vous avez. En fait, vous en avez deux. Vous avez la possibilité, pendant votre Master 120, de passer 6 mois à l'étranger. C'est ce que nous appelons l'offre Erasmus. Mais nous avons aussi la possibilité de vous permettre de passer 1 an complet à l'étranger à travers nos masters internationaux, ce que nous appelons nos doubles masters. L'idée est assez simple. Nous avons sélectionné avec 6 partenaires, nous avons sélectionné le meilleur de leur programme et nous avons sélectionné ce que nous avons de mieux chez nous et nous mettons les deux ensemble, ce qui vous donne la possibilité en 2 ans, c'est-à-dire exactement la même durée que le Master 120 chez nous, d'obtenir 2 diplômes. Un diplôme par exemple de l'Université de Maastricht conjointement avec l'Université UC Louvain. Tout ça donc pour un budget temps qui est exactement le même que si vous faisiez votre master entièrement chez nous. Donc l'autre opportunité de mobilité, c'est ce qu'on appelle la mobilité classique, la mobilité Erasmus. Est-ce qu'on peut me montrer la dia suivante? Donc voilà une idée des partenaires que nous avons dans le monde. Vous voyez qu'en exploitant, que ce soit via la formule double diplôme ou la formule Erasmus classique, 6 mois dans une université partenaire, vous pouvez aller partout en Europe pratiquement. Nous avons des accords avec pratiquement tous les pays, avec des universités situées dans tous les pays d'Europe. Nous avons des partenariats avec la Chine, avec Taïwan, avec le Japon. Nous avons des partenariats avec l'Afrique du Sud. Nous avons des collaborations avec de très bonnes universités en Amérique latine. Vous avez bien entendu la possibilité d'aller au Québec et vous pouvez également aller en Ontario. Donc beaucoup de destinations possibles. Peut-on me montrer la dia suivante? Voilà la liste de nos doubles diplômes. Alors je profite de cette présentation pour vous dire que nous sommes avec Madame Verdun en train de sélectionner les candidats pour ces doubles diplômes. Et donc, ceux d'entre vous qui auraient envie de participer à une formation en économie, mais sous la forme d'un double diplôme, contactez-nous, c'est le moment. Dans 1 mois, il sera trop tard, donc n'hésitez pas à nous contacter aussitôt après cette soirée, nous serons à votre disposition. Vous voyez apparaître ici la liste de destinations possibles et vous voyez qu'il reste de la place pour pratiquement tous les doubles diplômes que nous organisons. Peut-on me montrer la dia suivante? Donc, à côté de l'Erasmus et de ces doubles diplômes, vous avez également la possibilité, donc sur pratiquement le même format temporel que l'Erasmus, c'est-à-dire sur une durée de maximum 6 mois, vous avez la possibilité, dans le cadre du Master 120, le Master professionnel, d'accomplir un stage. Alors, tout ça est fait sous la houlette de Francis Martin, qui est un consultant de haut vol qui donne également un séminaire chez nous, donc quelqu'un de vraiment très compétent, dont le réseau, le carnet d'adresses est vraiment très étoffé et vous donne la possibilité d'aller passer 6 mois, d'appliquer vos compétences et vos méthodes d'économiste dans une de ces organisations ou dans une de ces entreprises. Donc, vous pouvez aller à l'OCDE, vous pouvez aller au bureau du plan, vous pouvez aller dans une grande compagnie d'assurance, vous pouvez travailler pendant 6 mois chez Euronext, vous pouvez
fréquentez BNP Paribas, vous pouvez aller apprendre ou perfectionner votre métier de macroéconomiste à la Banque nationale. Tout ça, donc, est à votre disposition via M. Martin dans le cadre de votre Master 120. J'en ai fini. Je cède la parole peut-être maintenant au professeur William Pariente. Merci Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Donc après les raisons très précises et inspirantes de nos différents programmes et des raisons pour lesquelles il est intéressant d'y participer, je voudrais maintenant vous présenter quelques motivations supplémentaires. Comme vous le savez certainement, les économistes aiment particulièrement étayer leurs propos avec des données réelles et chiffrées, et c'est ce que je voudrais faire ici. Donc c'est pour ça que depuis 2014, l'ESL, en collaboration avec l'Association des économistes de Louvain, mène une enquête auprès de nos diplômés pour mieux comprendre quels sont les débouchés suite au master, mais aussi de bien sonder la satisfaction des étudiants par rapport à la formation de l'ESL. Donc ici, ce que je vais vous présenter très rapidement, c'est quelques résultats de cette enquête que nous avons menée en mars 2020, qui était en fait une enquête sur les diplômés donc, de 2019, donc auxquels une quarantaine d'étudiants en fait, ont répondu. Donc de manière générale, ce qui est très important et ce qui me semble remarquable, c'est que l'insertion professionnelle des économistes diplômés de Louvain est vraiment très élevée, très importante. En effet, lors de l'enquête de mars 2020, on avait près de 75% des diplômés de l'ESL qui étaient en emploi, et à peu près 15% qui s'étaient lancés dans une formation supplémentaire. Un autre point qui est très aussi important, c'est que parmi ceux qui étaient en emploi, donc les 75%, mais la moitié en fait d'entre eux avaient signé leur contrat de travail avant même d'avoir leur diplôme de l'ESL. Donc c'est-à-dire que ici il y a une réactivité très très importante du marché de l'emploi aux diplômes obtenus grâce à l'ESL. Donc là, sur la slide suivante, s'il vous plaît, je voudrais vous donner juste un petit peu plus de précision sur le type d'emploi qui est obtenu. En fait, 87% des cas, il s'agit d'un emploi salarié. Dans 13% des cas, c'est encore un stage. La plupart des emplois se font dans le secteur privé, et 40% dans le secteur public. Quels sont les types d'activités ou les secteurs d'activité de ces emplois? Donc, il y a bien sûr l'enseignement et la recherche, mais il y a aussi tout le domaine de la consultance et aussi le domaine de la finance, des banques et des assurances. Donc, c'est à peu près les trois plus grands types d'emplois qu'on trouve parmi les répondants à cette enquête. Ensuite, une question que vous pouvez légitimement vous poser, c'est finalement des emplois pour quel salaire? Donc, ici, vous avez sur ce graphique une distribution des salaires en fonction de certains niveaux. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart des diplômés gagnaient entre 2000 et 2500 euros par mois net, et un peu plus de 10% gagnaient plus de 2500 euros par mois net. Alors, slide suivante, s'il vous plaît. Bien sûr, pour toutes ces raisons, et ce qui vous a été expliqué plus tard, le niveau de satisfaction avec la formation ESL est très important. Donc, c'était sur la slide précédente, 98% des répondants à cette enquête qui recommanderaient l'ESL à d'autres personnes. Et donc ici, on a aussi posé d'autres questions, mais ce qui ressort beaucoup, c'est que la plupart des étudiants pensent que la formation est très adaptée aux exigences du marché du travail. On a à peu près 70% des répondants qui pensent que cette formation était soit adaptée, soit très adaptée. Et après, bien sûr, on demande aux étudiants ce qu'ils ont appris, quelles sont les compétences acquises pendant cette formation qui leur semblent les plus importantes. Et ici, il semblerait que ce qui joue beaucoup, c'est la capacité de mener, par exemple, un raisonnement analytique, d'utiliser des méthodes empiriques rigoureuses, on a parlé beaucoup de données précédemment, comprendre les enjeux
économiques qui les environnent, essayer de travailler le plus possible en autonomie, mais aussi tout ce qui est ouverture au monde extérieur et s'ouvrir à l'international. Donc ça, tous ces éléments semblent être des points très très importants sur, en tout cas, les skills, les compétences qu'on arrive finalement à obtenir quand on participe à ce master. Je voudrais aussi dire que comme ça a été dit précédemment, hein, presque 95% des diplômés ont eu une expérience soit en mobilité, soit en stage, et que la très grande majorité trouve que ça a été très bénéfique pour leur développement personnel, mais aussi pour leur recherche d'emploi. Enfin, je voudrais peut-être juste conclure par un point de satisfaction aussi des étudiants qui est lié à l'organisation de l'ESL, hein, qui pensent que cette organisation est très bonne, notamment tout ce qui est accueil et diffusion d'informations, connaissance des procédures. Et j'en profite ici pour remercier l'ensemble du personnel administratif qui accueille très très bien les étudiants, et vous pourrez le constater quand vous viendrez faire votre master à l'ESL. Donc voilà, je vous ai présenté ici quelques chiffres rapides qui représentent une moyenne de ce que les étudiants ont retiré de leur formation, d'après l'enquête que nous avons faite. Maintenant, vous allez avoir l'opportunité de découvrir beaucoup plus en détail l'expérience de certains étudiants qui vont maintenant raconter un peu leur histoire à l'ESL et ce qu'ils font aujourd'hui. Bien sûr, on reste à votre disposition si vous avez des questions à la fin. Merci beaucoup. Merci, merci William. Voilà, je tenais simplement, avant de passer la parole aux anciens et aux actuels étudiants, de vous préciser que je suis à votre disposition pour toute question liée au programme. Valériane Verdun, comme l'a dit le professeur Vandenberg, est également à votre disposition pour toute question liée aux opportunités internationales, aux candidatures de double diplôme, et restez connectés à ce groupe Teams puisqu'on va vous poster toute une série d'informations plus détaillées et vous pourrez aussi interagir avec nous via ce groupe Teams. Donc, n'hésitez pas, je vois que les questions n'arrivent pas, n'hésitez pas à en poser. Si on n'y répond pas maintenant, on y répondra par la suite. Voilà, donc maintenant, on va laisser la place au témoignage. Et la première personne à prendre la parole, c'est Gabriel Lévy, qui est actuellement étudiant chez nous et qui développe en parallèle un projet. Gabriel, je te laisse la parole. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravi de pouvoir témoigner ce soir et de pouvoir un peu vous inspirer un peu à venir rejoindre l'ESL. Donc moi, vite, quelques petites introductions. Moi, j'ai fait mon baccalauréat en fait à l'étranger, à l'université d'Oxford, et je suis revenu en Belgique. Et pour moi, vraiment, j'ai choisi le programme d'économie de l'ESL parce que c'est celui qui me convenait le mieux, et c'est celui qui m'intéressait le plus. Et alors, je vais vous expliquer, moi, c'est vraiment ce qui m'a attiré le plus à l'ESL et ce qui a vraiment été confirmé dans mon expérience là, c'est la diversité de choix. Et l'expérience, vraiment, j'ai vraiment reçu un master qui m'a permis de développer mes skills quantitatives et aussi mes skills plutôt qualitatives, analytiques, d'interprétation. Et puis, on peut même rentrer dans toutes les compétences au niveau de présentation, de devoir participer, de devoir faire des présentations, de devoir faire des travaux de recherche. Donc vraiment, comme vous l'avez vu au niveau statistique, grâce au professeur, l'intervention du professeur Paréanté, les gens sont vraiment conscients et contents des compétences qu'ils acquièrent à l'ESL, mais c'est aussi, voilà, maintenant c'est une personne qui vous le confirme de vive voix. Et tout cela est fait non seulement via la diversité des cours, donc vraiment des cours, comme vous l'avez vu, qui sont très quantitatifs, et puis des cours beaucoup plus qualitatifs qui peuvent parfois même être liés à la philosophie, à la réflexivité, et puis aussi en fait à la manière de donner cours. Donc dans la manière de donner cours, il y a des séminaires qui permettent vraiment de devoir intervenir, de faire des travaux de recherche. Moi, je suis par exemple le cours, deux séminaires avec le professeur Vandenberg qui est ici présent, un sur les inégalités et un sur le marché du travail, et on doit faire directement, une fois qu'on a reçu la base théorique, on est directement lancé à faire des travaux de recherche nous-mêmes, à devoir présenter nous-mêmes, et on reçoit du feedback constant pour développer ça. Donc vraiment, ce que j'ai recherché à l'ESL, j'ai vraiment pu l'avoir. Alors un peu plus concrètement par rapport à moi-même, donc comme l'a dit Mme Carrette, en combinaison de mes études, moi je viens de lancer ma boîte en fait, qui s'appelle WeQT, qui fait de l'analyse de données, qui génère des données pour permettre aux institutions financières à faire des investissements responsables ou durables. En gros, on permet aux institutions financières d'analyser le contenu, les investissements,
et à quel point les entreprises dans lesquelles ils investissent sont durables ou sont actives dans potentiellement des secteurs controversés. Et en fait, je vais clôturer par ça, mais très concrètement, moi, j'ai pu combiner en fait vraiment et mes études et lancer cette boîte. Tout d'abord parce que j'ai reçu du soutien de la faculté, j'ai pu bénéficier du statut d'étudiant entrepreneur. Et puis à l'UCL aussi, vous avez accès à l'incubateur, qui est un endroit via lequel vous recevez de l'accompagnement pour les étudiants entrepreneurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du tout à me contacter par email ou sur Facebook. Je suis sûr que vous saurez me trouver. Et donc vraiment, j'ai réussi à combiner en m'organisant, en participant aux cours, et parce que souvent c'est très clair au niveau de l'organisation et de ce qui est demandé, comment on doit participer aux cours et comment est-ce qu'on doit s'organiser. Donc voilà, ça c'est mon témoignage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci Gabriel. Je peux juste prendre 5 minutes pour vous demander de couper vos caméras quand vous ne prenez pas la parole, comme ça on voit davantage l'intervenant. On va passer maintenant à nos anciens étudiants. Bader, est-ce que tu peux prendre la parole? Oui, bien sûr. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Ok, parfait. D'accord. Donc, d'abord, merci beaucoup de me donner cette tribune pour vous présenter mon parcours et vous expliquer en quoi l'ESL m'a beaucoup aidé dans mon parcours professionnel. Je vais d'abord vous étendre ce que j'ai accompli, ce que j'ai fait jusqu'ici, et puis créer le lien avec les cours que j'ai reçus au sein de l'ESL. Donc moi, je suis sorti en 2017. J'ai commencé au sein de KPMG comme consultant en risque financier. Et puis, 2 ans après, j'ai commencé une nouvelle opportunité au sein de Degroof Petercam en termes de risk manager. Alors ici, moi, pour ma part, j'ai pu créer là pour l'instant 2 entreprises jusque maintenant, dont l'une fonctionne plutôt bien. En même temps que je poursuis en réalité mon parcours au sein de Degroof Petercam. J'ai aussi écrit un livre, L'intelligence artificielle, notre meilleur espoir, qui est le livre le plus lu sur la question en Belgique et un des 5 plus lus en francophonie. C'est un livre d'ailleurs qui a reçu beaucoup de retours positifs, notamment pour les réflexions économiques que j'y ai appliquées dans le livre. Et c'est des réflexions économiques qui m'ont été inspirées par les cours que j'ai reçus au sein de l'ESL. Mais ça, je viendrai en discuter juste après. Et donc, c'est un livre aussi qui a ouvert l'esprit de pas mal de personnes, que ce soit grand public ou même au sein des universités, notamment l'université de Bordeaux-Montaigne qui s'est inspirée de mon livre pour faire un rapport pour la chaire de l'UNESCO ou encore d'autres travaux scientifiques dans d'autres universités. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que j'aurais pas pu constituer une réflexion, une approche économique d'intelligence artificielle sans ce parcours à l'ESL. Je suis également membre du comité de gestion du Belgian Finance Center et donc ça me permet aussi avec mes connaissances de pouvoir créer des relations d'affaires avec des partenaires chinois ou encore coréens. Notamment, j'ai pu participer à la mission économique en 2018 avec le gouvernement bruxellois en Chine pour rencontrer les BITX, donc Beidou, Tencent, Xiaomi et Alibaba. Et la même chose en Corée du Sud avec les représentants de Samsung, ce qui a aussi nourri mon travail de parcours au sein pour constituer ce livre. Donc du coup, là, pour l'instant, avec mon parcours, j'ai fait plus de 50 conférences sur l'intelligence artificielle, banque d'affaires, universités, publics, PME, même des écoles, etc., pour sensibiliser concernant l'apport positif de l'intelligence artificielle, qui est d'abord aussi une question économique, et très peu de personnes, justement, y accordent une réflexion économique. Et d'ailleurs, un de mes chantiers de réflexion, c'est comment réduire les inégalités avec l'intelligence artificielle. Généralement, le postulat primaire qu'on aurait vis-à-vis de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle fait exploser les inégalités. Moi, j'ai une position inverse. Ce qui est intéressant avec ce parcours de l'ESL, c'est qu'il ne constitue pas une offre de cours uniquement, il permet aussi de forger un esprit quasi sphérique, c'est-à-dire avoir une approche multiple sur la question. Et je peux vous avouer que pour ma part, ça c'est à titre personnel, ça m'a beaucoup aidé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un parcours assez multiple. Je suis en même temps salarié, entrepreneur, écrivain, conférencier, etc. Et donc, tout cela a été nourri par des réflexions économiques. Et ce que je constate, c'est que même en entreprise, généralement, on est beaucoup formaté par
comment j'appelle ça, la gestion de la gestion. Mais avec les cours en fait d'économie, ça permet en fait d'ouvrir les portes sur certaines choses qui nous permet en fait de nous nourrir et à être en réalité pionniers sur le marché de l'emploi. Quand on sort économiste de l'ESL, on est toujours favorisé, que ce soit dans le public et dans le privé. Et d'autres collègues à moi, comme par exemple Damien Verrou, etc., qui parlera par la suite, je veux dire, c'est quelqu'un qui travaille aussi dans un ministère et c'est pas uniquement, je veux dire, c'est aussi basé sur des connaissances d'experts en économie. Et je veux dire, les portes s'ouvrent de manière assez importante. Il faut juste y mettre du sien et pouvoir être un peu subversif dans sa manière d'entreprendre sa carrière. Donc, ici, si je peux me permettre aussi une réflexion, le but n'est pas de comparer une école par rapport à une autre, c'est vraiment de poursuivre vous ce que vous désirez. Mais si vous voulez en fait partir de l'université en ayant le plus de cartes à jouer possible, le SL est la meilleure façon de faire parce que vous avez la porte doctorale, vous avez la porte privée parce que vous pouvez très facilement travailler dans les boîtes de consultance. Vous avez aussi la porte publique pour travailler en macroéconomie, en soutien des ministres, des ministères et autres. Et également d'un point de vue entrepreneurial parce que vous avez une meilleure saisie du monde, une meilleure capture du monde pour mieux vous situer dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment un parcours moi qui m'a beaucoup aidé et d'ailleurs je vous invite à lire le livre que j'ai écrit sur la question. L'approche est vraiment très économique et des concepts que j'ai pu reprendre, que ce soit des cours de Monsieur Ducuroir, Monsieur Vandenberg, j'ai pris aussi également de la part de Monsieur de Cranbrook, etc., etc. Et donc voilà, c'est un package en réalité qui permet de vous augmenter, si je peux me permettre cette expression d'IA. Et donc voilà. Et si vous désirez notamment plus voir plus concrètement comment les anciens étudiants réagissent au marché de l'emploi aujourd'hui, n'hésitez pas à les suivre aussi sur les réseaux sociaux. Hein. Ça permet aussi d'avoir une idée un peu plus concrète. Il n'y a pas que nous trois ou nous quatre qui sommes une référence modeste de l'ECL. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez la moindre question, en tout cas pour ma part, moi je suis sur tous les réseaux, Instagram, Twitter, LinkedIn, je poste beaucoup. Et donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec grand plaisir. Merci Bader. Merci beaucoup. On va passer maintenant au témoignage suivant de Marie-Charlotte. Non, on ne t'entend pas. Ah, voilà, maintenant vous m'entendez. Voilà, maintenant on t'entend. Après 6 mois de télétravail, j'oublie toujours d'appuyer sur le micro. Oui, merci beaucoup Géraldine et Michel pour d'organiser cette soirée. Je suis très contente d'être là. C'est vrai que j'aurais bien aimé profiter de l'occasion pour retourner à l'ESL et aussi pour tous vous rencontrer, les étudiants. Je pense aussi souvent à vous. Je pense que j'aurais eu parfois du mal dans cette situation aux études et tout. Ça doit pas être facile. Donc voilà, j'espère que ça va. Donc parler de mon parcours, c'est bizarre de parler de ça en me regardant sur un ordinateur. Mais... Donc moi j'ai été diplômée de l'ESL, c'était en 2016. J'avais choisi l'option stage. À l'époque, j'ai fait un stage. Donc moi j'étais très intéressée par des questions plutôt publiques. Je pensais travailler pour le secteur public et donc j'avais discuté pour trouver un stage dans le secteur et j'ai pris un stage à l'Institut Jules Destrée à Namur. C'était pour faire de la recherche en prospective et un peu pour rebondir avec ce que M. Hendrix disait plus tôt. C'était intéressant parce que la prospective, ça inclut justement d'autres disciplines. C'est inclure l'histoire ou des logiques de psychologie à côté de l'économie pour faire des scénarios d'évolution. En l'occurrence, c'était de la Wallonie. Donc voilà, pour un peu évaluer le futur et ce qui va venir. Comme ce qui était dit plus tôt aussi, moi j'avais eu ce stage, mais j'avais envie de partir un peu à l'étranger. Via l'ESL, j'avais reçu un email qui expliquait que les ambassades cherchaient des stagiaires, certaines ambassades, et donc j'ai postulé, j'ai commencé un stage à l'ambassade de Bangkok auprès d'un diplomate. C'était génial, c'était vraiment... J'ai pu mettre mon mémoire à l'année suivante, donc j'ai pris une année mémoire parce que le stage était un peu entre deux
2 années. Et voilà, je réfléchissais beaucoup à ce que j'allais faire quand j'allais rentrer. En travaillant avec ce diplomate, moi, je pensais beaucoup au secteur public. Là, c'était bien, j'étais avec les affaires étrangères. Je rapportais sur la situation économique, notamment de la Thaïlande, mais aussi du Myanmar. Et j'avais des discussions avec le diplomate. J'avais aussi des discussions avec les professeurs à l'ESL. Et on m'avait conseillé d'essayer d'abord le privé avant d'aller tout de suite dans le secteur public. Et donc, quand je suis rentrée, effectivement, comme M. Pariente le disait, j'ai signé mon contrat avant d'avoir mon diplôme, et c'était dans un des Big Four en consultance. J'ai réussi à mixer ces 2 dimensions privée-publique, parce que je travaillais pour une équipe qui faisait de la stratégie à destination uniquement de clients secteur public. Donc j'ai travaillé, ce qui est chouette avec le secteur de la consultance, c'est que ça permet de faire plein de projets différents. Et c'est vrai que je me sentais, pour rebondir sur ce que Bader disait, je me sentais très outillée, en l'occurrence pour aborder tout ça. Donc j'ai fait des réflexions stratégiques avec les directeurs de l'administration wallonne. J'ai travaillé pour le chef du protocole du Conseil européen. J'ai travaillé sur un projet aussi où l'idée c'était d'aider les instances fédérales dans l'implémentation d'une loi. Donc il y avait de l'aspect juridique aussi. Donc voilà, à nouveau, je peux aussi répondre aux questions, mais une pluralité beaucoup de choses différentes, très intéressant. Un peu aussi, comme disait M. Hendrix, moi, l'aspect obsession du profit, c'est quelque chose qui, avec les années, ça ne me convenait pas. J'avais toujours en tête cette logique, travailler pour le bien commun. Et dans les Big Four, une des variables, c'est effectivement donc c'est une grosse entreprise qui fait beaucoup de profits et qui continue toujours de croître. J'avais envie de développer un peu plus la militance. J'étais très intéressée depuis toujours, mais ça a augmenté avec les années par des questions de droits humains, par des questions de défense de l'environnement. J'aimais bien les questions de mobilité. Et donc voilà, tout ça a fait que j'ai décidé de démissionner. Je suis partie voyager pendant quelques mois avec mon copain en Amérique latine pour apprendre l'espagnol. Et quand je suis revenue, je me suis dit ok, je me lance, parler plutôt dans le secteur associatif ou le secteur public, mais quelque chose en tout cas qui soit en lien avec ces domaines que j'avais identifiés comme étant des domaines qui m'intéressaient et j'avais vraiment envie de m'impliquer. Et donc là, j'ai commencé il y a quelques mois comme coordinatrice pour la Belgique d'une campagne pan-européenne qui s'appelle Clean Cities. Donc je fais ça chez Greenpeace en Belgique. Et donc le sujet de la campagne, en fait, c'est coordonner un réseau d'acteurs, d'ONG, etc. à Bruxelles, en Belgique, pour pousser une mobilité alternative, une mobilité plus durable. Donc voilà, c'est très différent de ce que je faisais avant. En fait, je pense que l'université prépare très bien, mais en fait, on continue d'apprendre tous les jours en travaillant, et c'est ça qui est chouette aussi. Voilà, pour ce qui est de l'ESL, moi, c'est vrai que j'étais aussi très satisfaite, aussi parce que j'ai rencontré des gens super chouettes. Effectivement, moi, je venais de l'université de Namur, donc j'aimais bien le fait d'être toujours dans l'université de Namur, mais arriver à Louvain-la-Neuve, changer d'endroit et d'être assez une proximité avec les professeurs, beaucoup de questions diverses, d'actualité, effectivement. L'aspect taille humaine, j'aimais vraiment beaucoup. Donc voilà, même chose que Bader, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, c'est l'occasion. À nouveau, je regrette de ne pas vous voir en vrai, mais surtout n'hésitez pas à les mettre dans le chat et je serai contente d'y répondre. Merci. Merci beaucoup, Marie-Charlotte. Voilà, je vois que certaines personnes commencent à poser des questions. On y répondra après les témoignages. Damien, voilà, je vois que tu es là. Je te laisse la parole. Oui, merci Géraldine et merci pour l'invitation. Donc déjà, une première information, c'est que j'ai changé de travail depuis ma vidéo. Donc j'ai beaucoup changé de travail dernièrement, mais maintenant je ne suis plus conseiller dans un cabinet ministériel, mais je travaille directement pour le Parti socialiste en tant que conseiller politique pour tout le volet social, donc les matières emploi, pension, sécurité sociale, lutte contre la pauvreté notamment. Donc au niveau de mon parcours, moi je viens de l'université de Namur. À la base, j'ai fait mon bachelier. J'ai commencé un bachelier en fait en ingénieur de gestion, et après avoir réussi ma première année, en deuxième, je me suis rendu compte que c'était vraiment les matières liées aux sciences économiques qui me plaisaient le plus.
Donc j'ai pu avoir la chance de switcher sans perdre une année en passant directement en deuxième sciences économiques. Après mon bac en sciences éco, je savais que j'avais envie de faire un master en économie. Ça me plaisait beaucoup plus que la gestion. Et l'avantage de l'ESL, c'était vraiment d'avoir ce programme conjoint entre l'Université de Namur et l'Université catholique de Louvain qui permettait d'avoir un large choix d'options. Donc j'ai choisi d'aller à l'ESL plutôt qu'à l'ULB ou d'autres universités. Et donc j'ai fait un master 120, orientation générale à finalité spécialisée. Donc j'avais pris comme module, comme option principale, tout ce qui était les options d'économie du développement. Donc il y avait une option plus focus micro et une option plus focus macro. Ce qui est très chouette avec l'option d'économie du développement, c'est que vous côtoyez vraiment des étudiants internationaux de différents continents, parce qu'il y a aussi un master, les cours sont aussi des cours suivis par certains étudiants qui sont dans un master complémentaire en économie du développement, donc qui viennent d'Afrique, d'Amérique latine, etc. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Et j'avais aussi un module en macroéconomie, tout ce qui était politique structurelle. Là, je me souviens particulièrement d'un cours très intéressant qui était politique économique, exercice de simulation. Je pense que c'était ça le titre, qui était donné par Vincent Frogneux, qui est un des top économistes du bureau du plan. Et on pouvait vraiment essayer de simuler, donc de dire si on augmente l'investissement public, voilà qu'est-ce qui va se passer. Si on augmente l'impôt des sociétés, voilà ce qui va se passer, etc. Donc c'était assez ludique, c'était très chouette à faire. Après, moi, j'ai pas fait de stage, j'ai choisi de faire un Erasmus. J'ai fait un Erasmus à l'université de Kent, à Canterbury. Donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié cet Erasmus. Ça m'a permis d'avoir un peu un mode d'enseignement, de suivre un mode d'enseignement qui est un peu différent, où on a beaucoup moins d'heures de cours et on fonctionne beaucoup plus en travail, travaille beaucoup plus par soi-même pour rédiger des essais notamment. Donc, ça a permis de perfectionner mon anglais, particulièrement à l'écrit notamment, et aussi de vivre sur un campus vraiment à la mode anglo-saxonne. Donc, on est vraiment, le campus en lui-même est une mini-ville en dehors de la ville, où on est vraiment entre étudiants, où on a les magasins des étudiants, la salle de sport des étudiants. C'est vraiment un campus à part qui était vraiment très chouette. Donc, moi, je vous encourage vraiment à suivre un Erasmus. Il y a vraiment, si vous voulez suivre un Erasmus et que vous réussissez vos cours, vous pourrez le faire. Il y a tellement de possibilités d'Erasmus que c'est sûr que vous pourrez partir. Après mes études, je ne voulais pas travailler dans le secteur privé, notamment parce que pour les Big Four, qui sont souvent les plus enclins à nous engager. Et donc, j'ai travaillé d'abord comme chercheur à l'Université de Namur, donc au CERP, qui est un centre de recherche en économie régionale et politique économique, où j'ai travaillé sous la supervision d'un de mes anciens professeurs, Henri Bogart, qui est l'ancien commissaire au bureau du plan, qui maintenant n'est plus professeur, je pense. Avant, il était professeur, mais il a été remplacé par Vincent Frogneux, je pense. Et j'ai travaillé là pendant 6 mois, donc je m'occupais particulièrement des perspectives budgétaires de la région bruxelloise. Donc j'ai notamment écrit un paper sur les perspectives à 10 ans de la région bruxelloise. Donc ça m'a vraiment notamment permis de perfectionner ma rigueur, il fallait vraiment pas faire d'erreur au niveau des perspectives, au niveau des hypothèses qui étaient faites. C'est très intéressant. Et puis j'ai décidé de changer de travail et d'aller faire chercheur à la KU Leuven. Donc mon néerlandais n'est pas parfait, c'était majoritairement un travail en anglais. Et là, je travaillais surtout sur tout ce qui est modèle de micro-simulation, notamment de l'impôt des personnes physiques. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe si on change les barèmes de l'impôt des personnes physiques? Quel impact ça va avoir sur le premier décile de la population, sur le dernier décile de la population? Quel impact ça va avoir sur l'inégalité homme-femme, etc. Donc, vraiment avec des modèles de micro-simulation très poussés. Et j'ai particulièrement travaillé sur tout ce qui était progressivité de l'impôt des personnes physiques. Donc, c'était très chouette. Mais après, j'en ai eu un peu marre de l'université, donc de rester après mes études dans le cocon de l'université, c'était un peu particulier. Et j'ai eu l'opportunité d'aller dans la fonction publique. J'étais dans une réserve de la fonction publique. Et donc, j'ai été engagé comme analyste au SPF Stratégie et Appui, où là, je m'occupais de tout ce qui était indicateur de performance pour la politique d'achat fédérale. Donc, au niveau des marchés publics, combien de marchés publics vont à des PME, combien prennent en compte des critères durables et des trucs du style. Ça m'a permis d'être nommé dans la fonction publique, donc ça c'est vraiment une sécurité d'emploi importante, appréciable. Mais après, j'étais assez engagé en politique, j'étais membre du Parti socialiste et j'ai eu l'opportunité de travailler en cabinet. Donc d'abord au cabinet du ministre du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc Frédéric Dardenne, où là j'occupais le poste de conseiller budgétaire pour tout ce qui est les matières enfance, enseignement obligatoire, et où je faisais aussi tout ce qui était suivi de la dette de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui est un enjeu vraiment très important. Après, le gouvernement fédéral a été formé,
Et là, on m'a proposé d'aller au cabinet de la ministre fédérale des pensions et de l'intégration sociale, Karine Lallieu, parce que le chef de cabinet voulait vraiment un économiste. Donc vraiment, le fait d'avoir une formation en économie m'a beaucoup aidé. Là, c'était vraiment très chouette. J'avais à la fois un boulot de budgétaire, donc tout ce qui est un peu suivi administratif, comme j'ai dit dans ma vidéo, est-ce qu'il faut passer par l'inspecteur des finances, est-ce qu'il faut faire un recours au budget. Mais aussi, moi, ce qui me plaisait le plus, c'était l'approche plus économiste, où je suivais notamment la soutenabilité du système de pension, parce qu'on sait qu'il va y avoir une réforme du système de pension. Donc, voir comment c'était possible de le réformer sans augmenter les inégalités, notamment. Alors, et après, tout dernièrement, à la demande du président du parti, je suis parti du cabinet pour aller au sein du Parti socialiste. Donc, j'ai toujours beaucoup de contacts avec les cabinets. Un boulot de conseiller politique, donc c'est à l'IEV, l'Institut Émile van der Velde, qui est le centre d'études du Parti socialiste. Donc, la partie principale de mon boulot, c'est tout ce qui est production d'idées, donc sur le volet social. Donc, quelles idées va défendre le parti pour créer de l'emploi, quelles idées va défendre le parti pour assurer la sécurité sociale des Belges, etc. Et aussi un boulot un peu tout ce qui est coordination entre les cabinets, s'assurer que ça se passe bien, qu'on suive à chaque fois les accords de gouvernement et la ligne du parti, une coordination au niveau des parlements, que parfois les députés me posent des questions pour voir quelle est la ligne du parti sur tel point. Aussi tout ce qui est avec les contacts avec les syndicats, notamment avec les mutualités. Donc c'est vraiment un boulot très varié, très passionnant. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Si vous êtes passionné par la politique, c'est vraiment un très chouette travail. Et là encore, on m'a engagé parce que j'étais économiste. Le directeur de l'IEV voulait vraiment un économiste au sein de l'IEV. Donc ça, c'était... moi, je vous conseille vraiment, si vous aimez la politique, de ne pas hésiter à vous investir là-dedans. C'est des boulots où on a peu de temps pour soi, où on n'a pas beaucoup de droit à la déconnexion, mais qui sont vraiment très chouettes. Donc voilà, là aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je n'ai pas mis mon adresse mail parce que je reçois tellement de mails que ça vaut pas trop la peine de me contacter par mail. Mais vous pouvez me contacter via LinkedIn, notamment, ou n'importe quel réseau. N'hésitez pas, ou via le chat, ça c'est l'occasion ce soir vu que je suis là. Donc n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup, Damien. Je ne sais pas si Marine est là. Oui, je suis là. Oui, voilà, super. Eh bien, voilà, je te donne la parole. Oui. Bonjour à tous et merci Géraldine pour l'invitation, pour partager mon témoignage ce soir. Donc, comme mes collègues précédents, j'ai fait donc mes études à Louvain-la-Neuve. J'ai fait toutes mes études à Louvain-la-Neuve, donc vraiment mon bachelier et mon master. J'ai eu mon master en 2016. Et moi, je sais que pendant mon master, j'avais vraiment envie de faire un stage, donc un peu comme Marie-Charlotte, j'avais vraiment ce besoin d'entrer dans la vie professionnelle. Et donc, grâce à l'ESL, j'ai pu faire un stage chez Euronext. Et donc, j'ai fait mon stage pendant 5 mois là-bas, que j'alternais en même temps. Donc, j'avais des cours. Donc, si vous voulez, mon stage, c'était 3 jours par semaine et 2 jours, j'avais cours sur Louvain-la-Neuve. Mais j'ai fait mon stage dans le département listing de Euronext. Donc, c'était en fait tout ce qui avait attrait aux nouvelles admissions en bourse en cotation à Bruxelles. Et donc, mon rôle principal, c'était d'informer les petites et moyennes sociétés des bénéfices potentiels d'une introduction en bourse. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de questions par rapport à la bourse. On avait tendance à croire, ou en tout cas les PME avaient tendance à croire que la bourse, c'était pas forcément une source de financement pour elles. Et donc, le rôle du département dans lequel j'ai pu faire mon stage, c'était vraiment de communiquer et d'informer les PME sur les bénéfices que ça pouvait leur apporter et aussi les rassurer par rapport aux craintes qu'elles pouvaient avoir. Donc, c'était vraiment un stage hyper intéressant. À côté de ça, j'ai pu participer à l'organisation d'événements, encore une fois pour mieux informer le public à propos de la bourse, des bénéfices que ça pouvait apporter, pour essayer de vraiment faire un gros effort de communication par rapport à ça. Et c'était hyper enrichissant. Donc, j'ai vraiment gardé une très bonne expérience de ce stage. Et je vous conseille vraiment, si jamais le fait de ne pas avoir d'Erasmus n'est pas un problème pour vous, le stage, ça vaut vraiment la peine. Et en tout cas, moi, je ne regrette pas du tout mon choix. Par rapport à ça, ensuite, donc mon master, j'ai pris toutes les options, disons, en finance et macroéconomie, mais vraiment un gros focus finance. Et donc, quand j'ai été diplômée, j'ai signé aussi, donc avant l'obtention de mon diplôme, dans un Big Four. Donc, j'ai travaillé chez PwC en tant que consultante, mais ici en trésorerie, donc vraiment axée sur la finance d'entreprise.
Et donc ici, j'ai eu pas mal de projets surtout au niveau gestion du cash et des liquidités. Donc là, j'ai dû apprendre pas mal de choses sur de la finance d'entreprise qui faisait pas vraiment partie de mon diplôme. Mais par contre, tout ce que j'avais pu apprendre à l'ESL en termes de méthode de travail, en termes de capacité à réfléchir, à avoir un esprit critique, une ouverture d'esprit, ça a vraiment été très, très utile en tant que consultante parce que c'est des compétences dont on a besoin tous les jours. Et quand on est face à un client qui nous explique des problématiques dans un domaine, par exemple, comme la trésorerie, qui est quand même un domaine assez spécifique, et quand on est juste diplômé, on n'en a pas forcément entendu parler avant, ça aide vraiment de pouvoir garder cet esprit critique et de savoir poser les bonnes questions, de savoir prendre du recul par rapport à l'information qu'on reçoit. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Du coup, en travaillant chez PwC, j'ai eu aussi une longue mission chez un client qui était Umicore. Et à ce moment-là, ils cherchaient quelqu'un pour renforcer leur équipe. Et du coup, après 2 ans chez PwC, j'ai fait le saut. Et donc, j'ai rejoint l'équipe d'Umicore, donc l'équipe de trésorerie d'Umicore. Et là, c'était important pour moi de rejoindre une équipe de trésorerie parce qu'en fait, j'étais consultante en trésorerie, mais en n'ayant jamais vraiment travaillé avant, j'avais besoin d'aller dans un département de trésorerie, de voir ce que c'était vraiment et de mettre un peu, de m'y plonger, on va dire. Et donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et pendant que j'étais chez Umicore, j'ai développé aussi tout un intérêt par rapport à la digitalisation, à l'automatisation, à l'amélioration des processus existants. Et du coup, j'avais envie de continuer là-dedans, d'approfondir encore plus mes compétences et peut-être d'intégrer un département où c'était vraiment une priorité, ce qui n'était pas vraiment le cas au moment où j'étais chez Umicore. Et donc, j'ai eu cette opportunité chez Carmeuse. Donc, maintenant, je suis de nouveau à Louvain-la-Neuve. Ici, donc, je travaille toujours à la trésorerie, mais chez Carmeuse. Donc, on n'est que 2 personnes à la trésorerie. Donc, j'ai une position vraiment hyper autonome. Et mon rôle principal, c'est d'améliorer tous les processus en place au niveau trésorerie. Donc, il y a pas mal un côté plus IT que je n'avais dans mes précédents postes, mais c'est hyper challenging. Donc, tous les jours, il faut venir avec des nouvelles solutions, des nouveaux process. Et ça me force aussi à continuer à me former toujours et encore sur de nouveaux sujets, à essayer de m'améliorer. Et donc, ça aussi, c'est hyper important de jamais arrêter d'apprendre, en fait. Et c'est quelque chose qui me plaît. Et que je trouve que la formation de base, la formation d'économiste nous inculque ça aussi quelque part, de rester toujours curieux parce qu'en fait, l'économie n'arrête jamais d'évoluer. On doit toujours continuer à se remettre en question, à apprendre, à comprendre d'autres points de vue. Et voilà, et c'est ce que je fais dans mon job tous les jours. Donc ça fait un peu plus d'1 an maintenant et voilà, pour le moment, c'est là où je suis. Donc, comme mes collègues, si vous avez la moindre question, si je peux vous aider, n'hésitez surtout pas à me contacter par mail, sur LinkedIn. Vraiment, je serais ravie de vous aider. Merci beaucoup, Marine. Et voilà, donc on arrive à l'issue de cette soirée de présentation. Vous avez posé plusieurs questions via le chat et donc je peux peut-être commencer à y répondre, sauf si certains collègues veulent prendre la parole. Mais donc, en reprenant vos questions, donc je vous précise que les sessions d'examen, donc les évaluations se font pendant les sessions d'examen. Donc, par rapport à la question qu'on nous pose sur l'organisation des examens, soit après 6 ou 7 semaines. Donc, chez nous, ça se passe en fin de quadrimestre, même si, je dirais, l'accent est mis sur l'évaluation continue. Donc, voilà, d'autant plus cette année, on essaye de répartir un petit peu l'évaluation au sein des cours, mais on reste dans une organisation classique d'un master à l'université, à l'UCL. Est-ce que le master recherche permet une mobilité ? Alors oui, le master recherche permet une mobilité, mais en première année uniquement. Donc si vous êtes intéressé par une mobilité en première année de master recherche, il faut assez rapidement aller trouver Vincent Vandenberg et Valériane Verdun pour déterminer ensemble les destinations qui collent le plus, je dirais le mieux au programme recherche, et vous partez alors au 2e quadrimestre de la première année. Par rapport au niveau d'anglais, donc une autre question concerne le niveau d'anglais. Est-ce qu'on a besoin d'un test IELTS ou TOEFL pour entrer dans nos programmes? Non, donc ce n'est pas une exigence à l'entrée.
Par contre, il faut une bonne maîtrise de l'anglais puisque nos programmes, comme vous l'avez vu, sont soit bilingues, soit totalement en anglais. Donc, il y a une vraie attente de nos professeurs par rapport à la maîtrise de l'anglais, même si on est partisan de vous demander de faire un test IELTS ou TOEFL à la fin de votre formation, parce que ce sont des tests payants et qu'on préfère que vous ayez le meilleur niveau possible quand vous passez le test. Vincent, je te cède la parole. Je voulais apporter une précision sur... Attends, Pardon. Je peux parler? Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Donc, je voulais apporter une précision sur la question de la mobilité dans le cadre d'un Research Master. En fait, il est possible de faire un double diplôme fléché recherche, donc l'équivalent d'un Research Master, avec une année à l'étranger. Donc, parmi les doubles diplômes que j'ai évoqués tout à l'heure, il y en a un certain nombre qui sont en fait des doubles diplômes recherche. Et donc là, par définition, vous avez la mobilité qui correspond à un séjour d'1 an dans l'université partenaire. Ok. Donc, oui, voilà. Donc, ça, n'hésitez pas. Les candidatures sont toujours ouvertes. Il y a quelques places. Bon, c'est assez sélectif, mais je pense que vous pouvez tout à fait adresser vos questions à Vincent Vandenberg et Valériane Verdun, que ce soit ici maintenant ou par email par la suite. Pour continuer les questions, est-ce qu'une attestation d'anglais est nécessaire pour partir en Erasmus ou en Europe ou hors Europe? Là, je ne sais pas si Vincent, tu veux répondre. Attends, j'ai vraiment en absence. Tu peux répéter la question? Est-ce qu'une attestation d'anglais de type TOEFL, IELTS est obligatoire pour partir en échange? Alors, certains partenaires le réclament, mais ils sont minoritaires. Cela dit, le raisonnement que tu as esquissé tout à l'heure est encore plus vrai, c'est-à-dire qu'on a vraiment des attentes très fortes de maîtrise de l'anglais quand on a cette mobilité. Donc, formellement, dans la plupart des cas, il n'y a pas cette exigence d'avoir le TOEFL. Il y a quelques partenaires qui l'exigent. Mais nous ne l'exigeons pas, mais on vérifie, on fait très attention à votre niveau de langue, en particulier de l'anglais, quand vous candidatez. Et alors, autrement, si votre anglais est vraiment très faible, on vous déconseillera de partir, ou en tout cas, on vous encouragera à l'améliorer avant de partir. Et alors, tu peux peut-être poursuivre parce qu'on nous demande les critères de sélection pour partir en échange. Alors, la politique, voilà, on essaie de faire partir le plus de monde possible parce qu'on croit beaucoup aux vertus pédagogiques et autres d'un séjour à l'étranger, d'une expérience à l'étranger. Cela dit, on vérifie que les gens ont un minimum de compétences. On ne veut pas envoyer les gens en casse-pipe. On a une connaissance assez fine des exigences des partenaires. Et je dirais qu'il y a de l'hétérogénéité. Toutes les universités ne recourent pas, par exemple, également au langage des mathématiques. Donc, on vérifie vraiment, notamment compte tenu de la destination annoncée ou retenue par l'étudiant, on vérifie s'il y a un bon match. Et, si on détecte un problème, on essaie de trouver une alternative où on avertit l'étudiant qu'il y a un certain nombre de faiblesses, par exemple, en matière de maîtrise de la langue, de maîtrise de l'anglais. Donc, ce n'est pas un processus élitiste. Évidemment, s'il y a trop de candidats pour une destination, on accorde la priorité aux étudiants qui ont le meilleur dossier. Donc, les points, dans ce contexte-là, les points peuvent faire la différence. Avoir un profil de grande distinction se traduira par le fait qu'on aura la priorité. Ok, et donc on avait une dernière question qui est est-on obligé de faire soit un stage, soit un Erasmus? Alors oui, le programme vous donne un choix, vous confronte à un choix. Il est clair qu'on souhaite que vous fassiez au moins, fassiez au moins un quadrimestre en dehors du programme, que ce soit via un stage, qui peut être un stage à l'étranger, ou via un échange, mais les deux ne sont pas cumulables. On souhaite que vous passiez au moins 1 an et demi au sein de nos programmes pour vous former adéquatement, plutôt que de vous envoyer à l'extérieur pendant une année complète si on devait cumuler stage et séjour international. Mais il est possible de combiner en faisant un stage à l'étranger.
Voilà. C'est ce que je m'apprêtais à dire. Ah, ok, parfait. Une dernière question. Au niveau de l'Erasmus, pouvons-nous partir quand nous le voulons, l'année que nous voulons? Attends, Géraldine, je peux compléter sur le, Oui, tout à le fait. stage et échange. Donc, comme tu l'as bien indiqué, on peut aussi faire des stages à l'étranger sous forme d'échange. Mais nous sommes en train, au niveau de l'école, de travailler sur une troisième option qui est en cours de négociation, à savoir l'option CPME, et qui, à ce moment-là, pourrait remplacer l'échange ou le stage. Et je vous invite à aller voir sur le site en fait de CPME UCL. Je sais que la LSM offre déjà cette option dans son Master 120 et c'est une option qui a cette caractéristique de vous familiariser à l'entrepreneuriat, pour être précis, et avec des mémoires à plusieurs, mémoires collectives et interdisciplinaires. Et donc ça, c'est un dossier sur lequel l'école est en train de travailler et il y a en fait une demande des organisateurs de ce programme CPME à ce que l'école d'économie rejoigne ce programme en partenariat avec les autres facultés, notamment l'EPL. Voilà, alors par rapport au timing pour partir en échange, est-ce qu'on peut partir quand nous le voulons? Ça, c'est une question. Donc non, vous pouvez partir en deuxième année, soit au premier quadrimestre. Je parle sous le contrôle de Vincent et de Valériane, mais soit au premier quadrimestre ou au deuxième, mais toujours en deuxième année, puisque la sélection se fait voilà, en première, à la fin au deuxième quadri, juste après votre session de janvier. Alors, la décision de faire soit un Erasmus, soit un stage, oui, donc ça c'est fait. Le Master 120 est-il accessible pour les étudiants en Master 60 et pour les programmes, ça se déroule en une année ou bien 2 ans? Alors là, je suppose que vous êtes en Master 60 en économie, c'est ça la question? Voilà, ça manque un tout petit peu de clarté, donc vous pouvez me poser la question directement par email ou en individuel si vous le souhaitez. Voilà, je pense que j'ai abordé, en tout cas répondu aux questions. Je ne sais pas si vous avez des questions pour nos nouveaux diplômés, nos anciens qui sont toujours là. C'est l'occasion. Non. Eh bien voilà, si vous n'avez plus de questions, en tout cas pour l'instant, on peut clôturer. Je vais donner la parole à Jean-Henri. Je permettrai d'ajouter juste un petit truc. Donc je reviendrai peut-être sur des questions plus ponctuelles durant mon cours de lundi matin en fait, hein, donc en bac 3, puisqu'on a un conférencier qui ne va intervenir qu'un peu plus tard. Donc on aura 20 minutes pour éventuellement échanger s'il y a des questions entre nous sur ce master. Hein, voilà. Je te laisse le mot de la fin, Jean, peut-être. Oh ben, oui, en tout cas, merci à toute l'équipe, à toi Géraldine, Valériane, William, Vincent, enfin toute l'équipe, c'est vraiment un travail collectif et nous sommes contents d'avoir pu retenir votre attention aussi longtemps. Je vois que nous avons encore 55 participants. Je pense que maintenant, c'est un peu à vous à essayer de prendre contact avec les différents diplômés qui sont intervenus et peut-être aller voir, comme ça a été suggéré, sur les réseaux sociaux aussi. Donc ça paraît, me semble-t-il, être une bonne initiative. Et finalement, j'ai envie de conclure par ESL, what else? Voilà. Et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci.